Bienvenue dans ce nouveau numéro des Jeux de Paris. Bonsoir Sylvain Henri Cissé. Bonsoir, très heureux. Mais moi très aussi, heureux. comme chaque soir, notre consultant JO pendant toute cette quinzaine olympique. Et puis bonsoir Gauthier Vaillant, vous êtes chef du service France au journal La Croix, notre partenaire pendant toute la durée de ces Jeux. Bienvenue en plateau, ça faisait quelques années que vous n'étiez pas revenu à France 24. On est ravis de vous accueillir ce soir et on a de bonnes nouvelles, nous, à vous donner côté français. La France qui est qualifiée en finale du tournoi de basket masculin. Ce sera leur deuxième de suite aux basketteurs français. Victoire face à l'Allemagne en fin d'après-midi, 73-69. Les Bleus qui ont pris leur revanche sur les champions du monde en titre, qui les avaient nettement dominés en phase de groupe. Et ils joueront donc la médaille d'or. Ce sera soit face aux États-Unis, soit face à la Serbie. Cette équipe de France méconnaissable par rapport à la préparation. Ah oui, complètement. Quand ils étaient au stade Pierre-Mauroy de Lille, ils étaient empesés, ils n'ont pas joué sur leur philosophie de jeu habituelle. Leurs atouts. Et dès qu'ils sont arrivés à Bercy, ils ont eu un changement complet. Et je crois qu'on le doit à trois bonhommes. On le doit à Yabusele, on le doit à Cordigné et on le doit à Le Sort. Ce sont trois joueurs d'Euroleague. Et je suis très content. Pourquoi que je vous ai dit, je suis très heureux en début d'émission, parce que l'Euroleague a donné la leçon à la NBA. Cette équipe d'Allemagne, qui est surtout une équipe composée de stars de la NBA, de joueurs importants de la NBA. Le Canada, pareil. Le Canada, pareil, ont été battus par des joueurs d'Euroleague, des joueurs de devoir. Et Cordigné, il fait le match de sa vie. C'est le deuxième match après le Canada. Là, contre l'Allemagne, il fait le match de sa vie. Donc bravo, c'est une belle équipe de France qui pourra en donner, comme je vous l'ai dit, en montrer aux États-Unis. Eh ben, on verra ça. Gauthier, Nicolas Batum, juste après cette victoire, il disait « On a été aussi porté par les bons résultats des autres sportifs français. Ça nous a aidés, ça les a aussi galvanisés. Voir cette ambiance. Et eux aussi avaient envie d'en profiter, en quelque sorte. » Et bah oui, puis tant mieux s'ils ont réussi à retenir justement les bons résultats des Français et à se laisser galvaniser par ça, plutôt que de se laisser inquiéter, par exemple, par les handballeurs d'hier. Donc effectivement, bien sûr, c'est vrai qu'on le dit souvent, au sein d'une délégation aux Jeux Olympiques, il y a des effets de dynamique. Les performances entraînent des performances. Et c'est vrai que les victoires là sont au rendez-vous. En tout cas, pour ce qui est des sports collectifs, on a quand même une très belle fin de quinzaine qui se dessine pour la France. Ouais, comme on en parlait le dernier week-end à Tokyo, on a envie de revivre à peu près la même chose. La France qui disputera donc sa quatrième finale olympique. Seuls les États-Unis en ont disputé 16. L'Union soviétique qui en a disputé 5, tout comme la Yougoslavie. Mais en tout cas, la France, Sylvain Henry, intègre un cercle très fermé. Ah ben ça, on le doit, vous savez, je vous ai déjà parlé de ces petits clubs et de ces formateurs. On le doit à ces formateurs qui, dans les petits clubs, travaillent à éduquer nos petits jeunes. Ils le font au quotidien et ils nous ont aujourd'hui offert la possibilité d'avoir une génération extraordinaire. Ça fait quelques années qu'on la possède, mais ces joueurs, cette formation nous permet à chaque année, à chaque moment, de sortir des grands joueurs, et ça, c'est vraiment très, très chouette. Allez, qui nous permet d'entrer dans ce cercle très fermé. Absolument. Voilà pour la page basket. On est obligé d'aller très, très vite ce soir parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire. Et après l'immense désillusion des handballeurs français, Gauthier en parlait à l'instant, leurs homologues chez les femmes se sont brillamment qualifiés pour la finale cet après-midi. Victoire face à la Suède, 31-28 après prolongation. Elles disputeront donc leur troisième finale olympique de suite. Argent à Rio, or à Tokyo. Elles ont couru après le score longtemps face aux Suédoises avant de passer devant au meilleur moment. Gauthier. Bah oui, c'est encore une fois, comme lors du quart contre l'Allemagne, le signe que cette équipe a eu un caractère. Un caractère fou qui arrive, qui a une capacité à trouver ce supplément d'âme dans les moments cruciaux, exactement l'inverse de ce qu'on a vu hier chez les hommes. Contre l'Allemagne, elles sont revenues après, je crois, 10 minutes sans marquer, après avoir pris un 5-0 qui avait permis aux Allemandes de revenir au score. Là, de la même manière, il a fallu batailler, refaire du retard et aller arracher une prolongation. Absolument. Et pour finir par créer l'écart dans cette prolongation. Grâce à Tamara Wacek, grâce à quand même la gardienne Sako qui a arrêté, je crois, 3 pénaltys sur 4 dans ce match, qui a des chiffres fous. Et là, on a vraiment le signe d'une équipe. Ça s'est vu aussi au moment des temps morts, avec on sentait une ambiance vraiment galvanisée, déterminée en même temps, qui s'éparpillait pas. Le résultat est là. C'est une équipe qui a vraiment un tempérament incroyable. Un tempérament à l'image du sélectionneur Olivier Crumbolts. Mais on en parlait, Gauthier vient d'en parler, Atadou Sako, incroyable, décisive aujourd'hui. Elle qui a commencé par porter le maillot du Sénégal avant de rejoindre l'équipe. Elle porte le maillot du Sénégal, elle se met au frigo pendant 2-3 ans, parce que c'est le délai de carence avant d'intégrer l'équipe de France, parce qu'elle voulait absolument jouer pour cette équipe. Et vous parliez d'Olivier Crumbolts, le sélectionneur. Il est à l'image de cette équipe. Pendant cette rencontre, l'équipe ne s'est pas affolée. Et ça, c'est l'expérience
d'expérience, d'une équipe qui a emmagasiné pas mal de matchs, de rencontres. C'est cette deuxième finale. Ils ne se sont pas affolés, les filles ne sont pas affolées, alors qu'elles étaient menées et elles sont revenues dans les derniers instants. Il faut qu'elle préserve ma pile et mon temps, parce que là, je ne pourrais pas tenir comme ça lors de la finale. Et c'est vrai qu'en général, il y a des money time assez tendus quand les équipes de France jouent dans ce tournoi olympique. En finale, ce sera soit face à la Norvège, soit face au Danemark. Le CV de la Norvège, je vous le donne. Double championne olympique, quadruple championne du monde, nonuple championne d'Europe. C'est une montagne donc à gravir pour espérer monter sur la plus haute marche. La plus haute marche, il est monté, lui, sur cette plus haute marche, la 14e médaille d'or de la France décrochée en fin d'après-midi au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Benjamin Thomas, le double champion du monde licencié de la Cofidis en or sur l'Omnium, la première médaille française en cyclisme sur piste. On en parlera évidemment un petit peu plus longuement ce soir. Et puis Lauriane Nolot en argent en kitefoil, discipline qui fait son entrée au programme olympique. La Française qui visait ni plus ni moins que l'or, la Varoise de 25 ans, championne du monde en titre, a été devancée dans la rade de Marseille par la Britannique Eleanor Aldridge. Elle avait fini ex-aequo à l'issue de la phase préliminaire. Une médaille certes, mais le bilan de la voile française, il est plutôt terne dans ces Jeux organisés à domicile. L'argent de Nolot et le bronze décroché en début de compétition par Charline Picon et Sarah Steyert. L'objectif fixé par la fédération française, c'était de faire mieux qu'à Tokyo, où les Bleus avaient obtenu 2 médailles d'argent et 1 de bronze. Pour l'instant, c'est moins bien. On va regarder tout de suite un sujet, ces bons résultats de l'équipe de France. Ils sont peut-être dus aussi aux infrastructures qui ont été mises en place il y a maintenant des décennies. Des Jeux exceptionnels en termes de médailles pour le clan tricolore. Le résultat donc de ces méthodes d'entraînement plus individualisées également. La France qui dispose aussi d'un centre de préparation d'altitude situé à Font-Romeu, c'est dans les Pyrénées. Beaucoup d'athlètes, et pas uniquement français, vous allez le voir, ils sont passés en stage pour préparer ces Jeux. Un centre qui n'a cessé d'évoluer et de s'adapter depuis sa création en 1967. Regardez. Moins d'un mois avant le marathon des Jeux de Paris. Dans la dernière ligne droite, Megdes Woldou, coureuse française, s'entraîne loin de la capitale, dans les Pyrénées. On sent l'altitude, c'est magnifique, la nature, moi j'aime bien. On est loin de la pollution, tout ça. Sur les crêtes du Roc de la Calme, à 2000 mètres d'altitude, la pression s'envole. Je pense que je suis complètement relâchée pour l'instant. J'espère que ça va rester comme ça. Comme elle, plusieurs centaines d'athlètes sélectionnés pour les Jeux ont choisi la station de Font-Romeu pour leur préparation finale. Athlétisme, pentathlon, rugby. Dans ce centre spécialisé, les stages durent 3 à 7 semaines. Allez, mettez pas le paddle, on part sur 1000 mètres. À cette altitude, l'oxygène se fait plus rare. Les efforts sont donc plus difficiles. Pour la nageuse Caroline Jouisse, s'entraîner ici permet d'être plus performante à Paris. On a plus de globules rouges en fait en montant en altitude. Plus de globules rouges crée plus d'oxygène en fait qui va dans le sang et ça oxygène mieux les muscles qu'on utilise pendant notre course. Donc en fait on récupère plus vite en faisant notre effort. Et la délégation française n'est pas la seule à profiter de ces conditions idéales. À la cantine, on croise des Ukrainiens, des Espagnols, des Brésiliens. Certains seront adversaires lors des Jeux. Ce stage est pour eux un avant-goût du village des athlètes. Voir les équipes des autres pays, ça nous met dans l'ambiance des Jeux Olympiques. Chacun fait un peu son truc, mais en même temps on s'encourage. C'est très professionnel et bien cadré, et en même temps tout le monde kiffe en fait sa préparation finale pour les Jeux. Font-Romeu, un incontournable du sport français. Le centre fut créé en 1967 pour préparer les athlètes tricolores aux Jeux de Mexico, organisés à 2200 mètres d'altitude. Depuis, il s'est modernisé, avec notamment cette salle hypoxique qui reproduit les conditions de la très haute altitude. Nicolas Navarro, marathonien, s'entraîne aujourd'hui à 4700 mètres de haut. Il y a ici 2 fois moins d'oxygène qu'au niveau de la mer. On vient stresser l'organisme de manière différente grâce à l'altitude, grâce à l'hypoxie. L'athlète, lui, il est tranquille. Par contre, c'est l'altitude, entre guillemets, qui travaille à sa place et qui fait travailler l'utilisation d'oxygène au niveau musculaire. Chaque petit détail peut faire la différence, donc je ne vais pas m'en priver. On a des outils qui sont exceptionnels, donc on s'en sert. En 28 Olympiades, depuis sa création, 270 athlètes médaillés sont passés par le centre de Font-Romeu, dont 104 champions olympiques.
Voilà, Font-Romeu. Demain, la finale du tournoi de football masculin. C'est pas forcément l'épreuve qu'on regarde en premier lieu au jeu, en tout cas moi. Mais cette année, l'affiche, elle est plutôt attrayante. France-Espagne, des Bleus qui ne sont plus qu'à une marche du titre et de réitérer l'exploit de Los Angeles en 1984. Il vit ça un peu comme un rêve, Thierry Henry. Écoutez-le. Je suis dans un rêve, peu importe l'issue de la finale. Et vous savez très bien que je suis un compétiteur. Donc, on va tout faire pour la gagner. Mais ça va être dur de se réveiller. Mais je pense que pour tout le monde, hein. Je pense même pour vous. Regardez ce que je vois. Tous les soirs, j'ai des frissons en voyant les mecs se battre, voir de temps en temps même une équipe perdre. Tu as de l'empathie, de la sympathie pour eux. Quand tu vois les mecs gagner, je sais pas. C'est pour ça que je dis bien souvent, on a un beau pays quand même. Oui, c'est un beau pays et des beaux Jeux Olympiques. Et pourtant, au début de tournoi, on ne donnait pas cher de cette équipe. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de désistements. Ou pas de désistements, mais en tout cas des joueurs qui n'ont pas pu venir en sélection olympique. 5 victoires en 5 matchs pour cette équipe de France olympique. Parce qu'on était tous rivés, omnibulés par Mbappé, alors qu'il y avait d'autres joueurs. Et je crois qu'il faut parler du cas Olise qui va donc jouer au Bayern, et qui en arrivant au Bayern, qui a dit... Attention, hein, moi je veux jouer aux Jeux Olympiques, je veux en être, et on l'a découvert durant cette quinzaine, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France. On pense à Mbappé et il y a d'autres joueurs, Lacazette, le vieux grognard qui est là, et je crois que Thierry Henry a réussi à faire une belle mayonnaise, c'est-à-dire le grognard, Lacazette, le papy qui est là, à qui il a confié le destin de certains jeunes, et il a créé aussi un groupe. Vous vous souvenez de Thierry Henry joueur? C'est ça un peu la force aussi de Thierry Henry, c'est la force du groupe et de ce collectif inspiré par Thierry Henry. Qui naît aussi du fait qu'il a été privé d'un certain nombre de têtes d'affiche. Mais moi, je trouve que c'est tant mieux parce que peut-être que le foot, qui effectivement a du mal à trouver sa place, en tout cas vu de chez nous en France, dans les Jeux Olympiques, et peut-être que là, il y a une identité un peu de ce foot olympique qui s'est créé, c'est-à-dire un groupe qui naît, qui peut faire des grandes choses ensemble sans les stars. Et aller au bout effectivement d'un rêve avec quelque chose, évidemment c'est tous des professionnels, j'allais dire d'un esprit un peu amateur, je sais bien que c'est pas des amateurs, mais voilà, il n'y a pas ce côté casting 5 étoiles qu'on peut avoir à la Coupe du Monde, et c'est un football français différent qu'on est très heureux de célébrer comme ça. Et le foot qu'on intégrait à peine en fait dans les sports co, pas au même plan que le hand, pas au même plan que le basket. Bon voilà, ils trouvent leur place en tout cas. Ce sera pas facile face aux vice-champions olympiques, les Espagnols, donc demain soir au Parc des Princes. Ils sont favoris, les Espagnols sont favoris, ils sont là, j'allais dire largement supérieurs, oui, dans tous les comportements du jeu. Mais ce qui peut permettre à l'équipe de France de l'emporter, c'est le facteur risque, c'est le public. C'est l'effet JO, c'est l'engouement. On l'a vu avec les différentes équipes de volley, de basket ou de hand. Je ne parle pas des garçons, ou de hand, des garçons du hand. L'effet JO, le facteur risque peut permettre à l'équipe de foot de se transcender et de battre cette équipe espagnole qui, je le répète, est supérieure aujourd'hui à l'équipe de France. Et un autre résultat à vous donner, c'est la petite finale qui se jouait en fin d'après-midi. Alors le Maroc qui n'a fait qu'une bouchée de l'Égypte, 6-0 pour décrocher le bronze. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette équipe de France, et on en parlera évidemment toute la journée de demain et demain soir. On va s'intéresser maintenant à cette vasque olympique qui s'éteindra dimanche soir. Elle aura marqué les esprits par sa forme, son originalité. Ce n'est pas une flamme qui se consume, mais des projecteurs LED qui traversent un nuage de brume, et on se bouscule pour venir chaque soir voir s'envoler dans le ciel de Paris cette vasque au moment où le soleil se couche. On vous retrouve, Clovis Casali, vous êtes à proximité justement de la vasque, c'est au Jardin des Tuileries, c'est le moment d'en profiter. Il ne reste plus que 3 soirées aux Parisiens et aux touristes pour venir la voir. Et elle est juste derrière moi, et c'est à la nuit tombée que cette vasque olympique et ce ballon d'air chaud montent dans le ciel, s'envolent. Je vous rassure, elle redescend après. Et les gens sont très très nombreux. Je peux vous dire, il y a des milliers de personnes ici où je me trouve, à la limite du Jardin des Tuileries, à le Louvre. Face à moi, énormément de gens qui sont venus du monde entier pour voir ce qui est devenu un symbole des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors oui, bien sûr, il y a les épreuves sportives. Il y a aussi cette ferveur populaire gratuite. Les gens sont là, ils sont des milliers. Et on a rencontré tout à l'heure des visiteurs, des touristes. Je vous propose tout de suite d'écouter quelques-uns d'entre eux. Elle est sublime, c'est hyper émouvant. Elle est magnifique, vraiment magnifique. Hâte de la voir décoller. Vous auriez envie qu'elle reste ? Carrément.
si elle pouvait rester, ce serait sublime. Ça ferait partie de nos monuments, ce serait formidable. Ça marquerait nos Jeux. J'imaginais pas que la forme de la flamme allait être dans un ballon, en fait. J'étais complètement surprise. Mais non, c'est une très bonne idée, surtout qu'elle se lève le soir. C'est très magique. Et cette vasque avec un tel succès, vous pouvez voir derrière moi beaucoup d'engouement populaire, on va dire. Eh bien, cette vasque olympique pourrait rester ici au Jardin des Tuileries. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a écrit une lettre au président de la République, Emmanuel Macron, pour lui demander de laisser cette vasque ici au Jardin des Tuileries. C'est une possibilité. Il y a aussi la présidente de la région, Valérie Pécresse, qui, elle, souhaite aussi qu'il reste, que cette vasque reste. Mais ça pourrait être délocalisé, on va dire, au parc de la Villette. C'est une option. En tout cas, c'est un tel succès, un tel engouement, avec tellement de gens autour de moi qui sont là pour cette vasque olympique, que forcément, c'est un symbole des Jeux. Et ce symbole doit rester à Paris. Merci Clovis, et on lui posera évidemment la question à Anne Hidalgo demain, qui doit donner une conférence de presse demain matin sur le bilan de ces Jeux Olympiques et une projection sur les Jeux paralympiques à la fin du mois. Direction maintenant le Club France, où Cédric Ferreira et Natalia Ruiz-Giraldo ont retrouvé Maxime Potty, le médaillé de bronze en fleuret, une médaille qui a presque la saveur de l'or. Regardez. On est avec Maxime Potty, récemment médaillé de bronze au fleuret masculin par équipe avec l'équipe de France. Bonjour Maxime, merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors je vois que vous n'avez pas votre médaille de bronze autour du cou, j'imagine que vous l'avez déjà rangée dans votre musée personnel. Oui, elle est rangée à côté de la médaille d'or de Tokyo, à côté de la Légion d'honneur, tout ça. Non, je plaisante. Non, oui, elle est posée, mais c'est surtout que je l'ai oubliée ce matin au réveil. J'étais fatigué. Voilà, on enchaîne un petit peu depuis quelques jours. C'est la bonne fête, c'est des bons moments, mais voilà, ça fait oublier parfois la médaille au réveil. Alors justement, vous venez de souligner que vous aviez abordé ces Jeux Olympiques à Paris en tant que champion olympique en titre par équipe. Cette fois, vous avez remporté la médaille de bronze. Maintenant, avec quelques jours de recul, après avoir fait la fête, avoir eu le ressenti des proches, quelle valeur vous accordez à cette médaille de bronze ? Pour moi, elle a une immense valeur. Elle a presque un goût d'or. Alors bien sûr, on était venu pour être champion olympique de nouveau. Mais ce qui a fait la différence, c'est l'atmosphère qu'il y a eu avec le public français. Là, on était dans la salle du Grand Palais. Je pense que c'est le plus beau monument intérieur qu'il y a eu sur ces Jeux Olympiques au niveau sportif. Une ambiance exceptionnelle. Donc en fait, honnêtement, je pense que si ça avait été à l'étranger, on n'aurait pas forcément réussi à aller chercher cette médaille de bronze, tellement on était déçus de la défaite. Et puis au final, quand on est rentré dans la nef du Grand Palais, au moment de notre match, il y a eu une telle ambiance, une telle atmosphère, que moi je me suis dit en fait c'est impossible qu'on perde. Et on a vécu ça vraiment comme une finale, comme un titre olympique, parce qu'il y avait tellement d'ambiance, une Marseillaise pendant les assauts. Enfin, c'est un souvenir qui sera gravé en moi à jamais. Et donc vous battez les États-Unis. D'ailleurs, c'est vous qui apportez le point décisif à l'équipe de France. On a pu voir au moment où vous remportez le match, beaucoup d'émotions sur votre visage. Vous vous mettez à genoux, quasiment les larmes aux yeux. Est-ce que vous pouvez nous décrire qu'est-ce que vous avez ressenti précisément à ce moment-là ? J'étais très ému parce que c'était un gros stress. En fait, depuis le début de l'Olympiade, c'est Enzo Lefort qui est habitué à finir. Et c'est vrai qu'il était un peu en difficulté sur la demi-finale. Donc en fait, le coach est venu me voir, on a échangé et on voulait alléger Enzo en pression parce que le rôle de finisseur, c'est vraiment très dur. Donc on voulait l'alléger en pression pour pouvoir avoir le maximum de ses capacités et qu'il ait un ratio de touche exceptionnel comme il est capable de le faire. Ce qu'il a réussi à faire justement sur la médaille de bronze, avec notamment un 8-2 infligé au numéro 2 mondial. Donc ça, en fait, on voulait libérer Enzo et du coup, le coach m'a mis la responsabilité d'être finisseur. Donc jusqu'à la fin, j'étais sous tension et en fait, mettre la dernière touche, c'était un soulagement après une très grosse pression suite à cette responsabilité. Et donc après, vous avez fêté tous ensemble cette médaille de bronze. Est-ce que vous aussi, vous allez ressentir peut-être, ou vous y pensez déjà, une espèce de retombée comme un blues post-Jeux Olympiques ? Je ne suis pas nostalgique tant de ces Jeux parce que je sais que je les ai vécus pleinement. Maintenant, le blues des Jeux, il arrive toujours qu'on gagne ou qu'on perde parce que on a passé, là, pour le coup, 3 ans à penser énormément à ça. Et c'est une vraie finalité. Donc là, il y a un côté, quand on rentre chez nous, qu'est-ce que je fais maintenant ? Un peu un sentiment du vide. Donc voilà, c'est normal et j'avais eu la même chose après Tokyo et ça fait tout le temps ça, qu'on gagne ou qu'on perde. Donc il faut accepter ce vide-là et puis après la vie continue. Et après les vacances, vous allez vous projeter sur les prochaines compétitions, comment ça se passe ? Oui, à titre personnel, j'aimerais bien continuer jusqu'à Los Angeles. Il n'y a pas de raison, en tout cas, même si 4 ans c'est long, je pense que je pourrais être un prétendant pour la sélection et j'espère pour une médaille. Et je pense que je reprendrai ma première grosse compétition en janvier pour la Coupe du Monde de Paris. En tout cas, bravo à vous et bravo à toute l'équipe de France d'escrime qui a arraché cette médaille, deuxième médaille olympique consécutive après celle de l'or à Tokyo. Merci Maxime d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et on vous souhaite de bonnes vacances.
Merci. Merci. Alors, le blues des Jeux pour les athlètes, mais également pour les journalistes, ça va nous manquer la semaine prochaine. Il était donc au Club France Matin, il est au Stade de France ce soir, Cédric Ferreira, qu'on retrouve avec cette nouvelle soirée d'athlètes. Et une finale du 200 qui vient de se courir et une grosse surprise, Cédric. Et c'est la victoire du Botswanais Letsil Tebogo. Énorme performance pour lui. On l'avait vu il y a quelques jours, 6e du 100 mètres. Cette fois, il a sorti le grand jeu pour remporter la toute première médaille d'or du Botswana. À l'âge de 21 ans, donc, il a remporté ce 200 mètres en 19 secondes 46 centièmes. Record d'Afrique, 5e meilleure performance de l'histoire. Il a terminé devant Kenneth Bednarek en argent à Tokyo. Et 3e, Noah Lyles. Il était déjà en bronze également à Tokyo. Il a encore remporté la médaille de bronze. Les deux Américains qui terminent donc aux mêmes places. Énorme surprise et énorme déception du coup pour Noah Lyles. On le rappelle, qui lui vise un quadruplé ici à Paris. 100 mètres, 200 mètres, 4 x 100 et 4 x 400. Un pari perdu. Il a été en souffrance durant cette course dominée par Letsil Tebogo. Noah Lyles qui a même terminé cette course sur une chaise, souffrant d'une crise d'asthme, entouré des secouristes. C'est une énorme déception pour lui. Et on va voir maintenant s'il va pouvoir revenir en forme pour son prochain défi, le 4 x 100 mètres. Merci Cédric, et on se retrouvera évidemment un peu plus tard dans la soirée. L'autre moment fort, ce sera la finale du 110 mètres haies avec pourquoi pas Grant Holloway en or ce soir, ce qui serait une première pour le triple champion du monde sur la distance. Silver Henry, oui, énorme surprise. On attendait Noah Lyles, c'est un Botswanais qui est sorti. Énorme et belle surprise qui montre que le niveau est en train de monter un peu partout à travers le monde et notamment en Afrique. Et cette victoire, moi, elle me fait penser une pensée émue pour Frankie Fredericks qui a eu 4 médailles d'argent aux Jeux Olympiques, qui était un coureur exceptionnel, très élégant, qui était chaque fois promis pour la médaille d'or sur le sprint 100 et 200, mais qui ne l'a jamais eu. Et là, quelque part, Tebogo est en train d'apporter une petite partie d'éternité à Frankie Fredericks. Gauthier. Moi, ce que je retiens aussi, c'est l'importance de l'humilité dans le sport de haut niveau. Et Noah Lyles, qui est un athlète d'exception par ailleurs, est arrivé avec une ambition énorme, avec voilà, cette énorme envie de faire le show avant les courses. Et aujourd'hui, sa sortie contraste énormément avec ça. Alors que Tebogo, on ne l'attendait pas forcément. Il a fait un énorme travail plus discrètement. Et j'aime bien aussi voir cette attitude gagner. La simplicité, l'humilité. La carte blanche maintenant de Ludovic Defoucault qui a pris le parti, vous le savez, de vivre ces Jeux un petit peu en marge, un petit peu différemment. Ça ne veut pas dire qu'il n'en profite pas. Hier soir, il a même dû sortir le costume pour se rendre à un cocktail. Je vous laisse regarder la suite. Bonsoir à tous. Vous l'avez peut-être remarqué, mais depuis le début des JO, il y a de nombreux pays qui ont investi des lieux de Paris. Il y a Team USA House qui est installé au Palais Brognard, la Casa do Brasil, il y a la Station Afrique sur l'île Saint-Denis. Et il y a depuis aujourd'hui, non pas la maison de la Turquie, mais la maison d'Istanbul, de la municipalité. Et ça se passe ici, au Palais Galliera. Alors pour vous donner quelques éléments de contexte, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, il fait partie de l'opposition en Turquie, le CHP, qui est le parti kémaliste républicain. Ce n'est pas l'AKP, ce n'est pas le parti de Recep Tayyip Erdoğan, le président turc, qui lui ne s'est pas rendu à Paris pour ces JO. Je rêve qu'un jour, nous verrons les anneaux olympiques à Istanbul. Sur le pont qui traverse le Bosphore et qui connecte l'Europe avec l'Asie. Car je crois qu'Istanbul connecte tout le monde, qu'Istanbul connecte l'humanité. Voilà, ce genre de soirée, ce genre de cocktail, ça montre que les Jeux Olympiques, c'est pas seulement du sport, c'est aussi une occasion pour des pays, et là en l'occurrence des villes, des municipalités, de faire parler d'elles, et là en l'occurrence pour Istanbul, de faire parler des Jeux européens que la ville va accueillir en 2027. À demain! Voilà, et la Turquie qui a décroché 4 médailles depuis le début de ces Jeux. Gauthier, je rappelle, chef du service France à la Croix, qu'est-ce qu'on peut lire dans vos colonnes demain ? Eh ben demain, on va revenir justement sur cet énorme sprint final des sports collectifs français, avec peut-être les dernières médailles et les clés de cette bonne habitude française de briller en sport co. Un papier également
sur le breaking, cette discipline introduite là pour les Jeux qui commencent demain, en sachant qu'ils auront déjà disparu pour les Jeux de Los Angeles. Donc voilà, cette parenthèse un peu particulière. Et puis le portrait d'un athlète que tout le monde aime bien, c'est l'Italien Gianmarco Tamberi, le sauteur en hauteur, le showman favori du public, au moins européen, qui nous éclaboussera de son talent et de sa commedia dell'arte, sans doute demain au Stade de France. Ce sera demain soir au Stade de France. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Et puis, on se retrouve très très vite. Oui. Et puis l'info se poursuit sur France 24.